Heureux de vous savoir fidèle au poste, mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Destitution tous azimuts de maire, c'est pas nouveau le phénomène au Bénin, mais il aurait pris des proportions particulièrement inquiétantes à l'ère du régime du nouveau débat. Timide au départ, il aura le phénomène sous le sceau de mauvaise gouvernance considérablement évolué, craignant à la limite la veillée d'âme au niveau de bon nombre de communes avec des élus locaux et conseillers de plus en plus prompts à aller chercher la petite bête susceptible d'aider à faire vaciller le fauteuil communal ou municipal. Inutile de souligner que les projets de développement, eux, sont systématiquement mis en veilleuse. Face à l'expansion du phénomène, à l'allure d'une épidémie redoutable, la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, dans un geste désespéré, avait, au détour d'une déclaration de son bureau exécutif, appelé l'exécutif à la ressource, à la rescousse. Voilà. Une invite, pourrait-on dire, des autorités étatiques à prendre des mesures non seulement en vue d'une meilleure gestion de la crise en vogue, mais surtout pour opérer des réformes profondes telles que recommandées par le Forum Bilan sur la décennie de la décentralisation. Ce fut en octobre 2016. Plus d'un an après, le phénomène va toujours son chemin. Un an d'appel infructueux, en somme, marqué par la destitution du maire de Djougou, Alassane Zoumarou, le 30 octobre de l'année en cours. Et d'autres maires attendent impuissants de laisser à leur tour la fauteuil, annonce certaines indiscrétions. Destitution en masse des maires au Bénin, une crise structurelle et ou politique. C'est le thème qui nous réunira pendant 45 bonnes minutes, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Mais avant, la revue de presse. Elle nous fera découvrir la une des journaux ce jour, Johannes Tawano, qui prend déjà place. Et je me retourne vers lui. Johannes Tawano, bonjour. Joël Etondi, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. L'affaire CNSS, ou mettons, si vous préférez, une fois encore, abondamment relayée par les journaux parus ce jour. Tout à fait, Joël Etondi. La quasi-totalité des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin en parlent. On démarre avec l'Afrique en marche, qui affiche plutôt en manchette commission budgétaire au Parlement. 11 ministres ont déjà planché devant les députés. Certains sont entre amertume et résignation. Dossier CNSS, les droits des avocats de Laurent Métognon bafoués. Lionel Agbo et Baparapé ont eu du mal à rencontrer leurs clients hier. Cocorico Info, le gratuit béninois, commune de Djougou. Abraham Akpala Abichaï, nouveau maire, il a le soutien du maire. Destitué, expulsion du DGMTN du Bénin, le gouvernement enfante une nouvelle polémique. Plus d'explications attendues du ministre Saka Lafia. Nouvelle économie, expulsion du directeur général de MTN Bénin, sévère récrimination de Bléouette contre Wadani et Zoumarou. La nouvelle tribune, poursuite judiciaire contre Laurent Métognon. Sa garde à vue prorogée, les conditions de sa détention corsée, ses avocats empêché de le voir. Point média, des agréments judiciaires de Laurent Métognon, les preuves d'une cabale gratuite s'amoncellent, indignation généralisée à Kodéra en ébullition, les vraies raisons sont ailleurs, affirme Point média. Et puis réalisation de la boucle ferroviaire Bolloré Pétrolène, la guerre des syndicats, nomination de cadres par appel à candidature sous la rupture, encore un marché de dupes. L'audace info en manchette, affaire placement des fonds de la CNSS à la BIBE a dégoqué ni avoir remis de l'argent à Métognon. L'homme affirme n'avoir jamais reçu de l'argent chez l'ex-DG de la BIBE pour le remettre à l'ex-PCA CNSS. Le supposé intermédiaire menace de porter plainte contre l'ex-DG pour diffamation. Joël Etondi, ce sera tout pour la revue des titres pour le compte de ce matin. Johannes Tawano, merci bien. Je ne sais pas ce qui a fait sourire le réalisateur de l'autre côté quand vous lisiez l'Audace Info. J'imagine que c'est un peu le contenu. L'intermédiaire qui aurait envoyé la somme en question, le ristourne, si on peut le dire ainsi, dénie avoir posé l'acte, menace de porter plainte
pour diffamation. Joël Tondi, la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le Conseil des ministres est devenu une foire pour abattre politiquement les adversaires? C'est la question qu'on doit se poser, parce que quand on voit le dossier, le Conseil des ministres a dit que Laurent Metognon aurait eu à soustraire environ 71 millions de francs CFA. Mais finalement, à l'OCERTID, où Laurent Metognon a été retenu, on apprend que c'est finalement 2,5 millions de francs CFA qui lui ont été donnés par fragments, jusqu'à 4 fragments successifs, avec une bouteille de champagne. Mais on n'a pas évalué le montant de la bouteille de champagne. Peut-être ça fait les 64 millions. Je ne ferai pas de la publicité sur cette chaîne. C'est vrai qu'il y a des bouteilles de champagne qui sont extrêmement chères, mais je ne pense pas que l'honneur d'un homme qui a eu à occuper ce poste aussi élevé, je crois, dans la hiérarchie d'une structure comme ça, ne serait pas à une bouteille de champagne près. Ce que je dis n'engage que moi. Et il y a de ces bizarreries-là dans ce dossier qui font que, bon, on est en droit d'attendre de voir ce qui va se passer, puisque tout ce qui se suppute ça et là, est-ce que c'est confirmé? Est-ce que c'est infirmé? Ce qui est sûr, c'est que l'homme est retenu. Il attend, il va peut-être faire les 8 jours de garde à vue avant qu'on ne puisse savoir. L'hypothèse semble de plus en plus plausible parce que annoncé pour être présenté au procureur le lundi, ça n'a pas été le cas. On nous annonce la nouvelle tribune précise que sa garde à vue a été prorogée et les conditions de sa détention corsées. Tout à fait. Il y aurait eu des difficultés pour certains de ses avocats de le rencontrer dans la journée d'hier, notamment Maître Lionel Agbo et Maître Abouakar Barparapé. On espère que les droits de la défense seront respectés parce que la Constitution béninoise consacre le droit élémentaire pour tout détenu ou pour toute personne envers qui on reproche des choses, avoir le droit d'avoir un avocat. S'il n'a pas les moyens de se l'offrir, un avocat doit être commis d'office. Et Laurent Metognon, dans le cas d'espèce, en a au moins 5. Donc, on devrait pouvoir le laisser avoir accès à ses avocats. Merci, Johannes Towanou. C'est un dossier qui n'a pas fini de livrer ses secrets. Peut-être pendant longtemps encore, on en parlera. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette rubrique. C'est sur Atout. Heureux de vous savoir fidèle au poste. Mesdames, Messieurs, et bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Destitution, tous azimuts, de mer, c'est pas nouveau, le phénomène au Bénin. Mais il aurait pris des proportions particulièrement inquiétantes à l'ère du régime du nouveau départ. Timide au départ, il aura le phénomène sous le sceau de mauvaise gouvernance considérablement évolué, craignant à la limite la veillée d'âme au niveau de bon nombre de communes avec des élus locaux et conseillers de plus en plus prompts à aller chercher la petite bête susceptible d'aider à faire vaciller le fossé communal ou municipal au lieu de le renforcer. Inutile de souligner que les projets de développement, eux, sont systématiquement mis en veilleuse. Face à l'expansion du phénomène, à l'allure d'une épidémie redoutable, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, dans un geste désespéré, on se souvient comme si c'était hier, avait, au détour d'une déclaration de son bureau exécutif, appelé l'exécutif à la rescousse. Une invite, pourrait-on dire, des autorités étatiques à prendre des mesures non seulement en vue d'une meilleure gestion de la crise en vogue, mais surtout pour opérer des réformes profondes telles que recommandées par le Forum Bilan sur la décennie de la décentralisation. Ce fut en octobre 2016. Plus d'un an après, le phénomène va toujours son chemin. Un an d'appel infructueux, en somme marqué par la destitution du maire de Dougou, Alassane Soumarou. Un anniversaire au goût du fiel, le 30 octobre de l'année en cours. Et d'autres maires attendent impuissants de laisser à leur tour le fauteuil, annonce certaines indiscrétions. Destitution en masse des maires au Bénin. Une crise structurelle et ou politique. C'est le thème qui nous réunira pendant 45 bonnes minutes, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission Débat. Pour l'instant débat, j'ai sur ce plateau Hilaire Kofidia, juriste, il est analyste politique. Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Merci toujours partagé. Plaisir renouvelé.
En face de lui, Marcel Zoumenou, un confrère qui n'est plus à présenter. Journaliste, il est le rédacteur en chef de la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Ils vont répondre à leur façon. Un an déjà qu'a eu lieu la fameuse assise de Houéogui, du nom de cette localité qui a accueilli le bureau exécutif de l'ANCB, appelant l'État central à la rescousse. Un an après, le phénomène semble plutôt reprendre de plus belle. On se demande, que se passe-t-il? L'appel serait-il tombé dans des oreilles de sourds? En tout cas, il est là, partant le phénomène et constitue la tasse de thé de bien d'élus locaux qui, au lieu de se mettre à la tâche, s'interrogent chaque jour sur à quel sein se vouer. Marcel Zoumenou, l'appel de Houéogui serait-il devenu caduc le jour même où il a été lancé? Tout à fait, parce que ceux qui devaient l'écouter, ceux qui devaient l'utiliser pour agir ne l'ont pas fait. Et nous tous constatons que depuis cet appel, il y a eu plusieurs autres maires qui ont été encore destitués par leurs collègues conseillers. Et le dernier cas, c'est celui de Jougou dont le nouveau maire a été élu hier. Et donc, nous constatons comme tous que cet appel a été inutile, ça n'a servi à rien. Et c'est dommage, mais c'est un constat. Un constat pour lequel se désole le rédacteur en chef de la Nouvelle Tribune, un observateur très averti de l'actualité sociopolitique. Que s'est-il passé? Pourquoi en est-on arrivé là? La décentralisation qui était quand même partie sur de très bonnes bases au Bénin, qui était source d'inspiration pour d'autres pays. On y revient en profondeur, mais en attendant, nous avons recueilli l'avis de Hilaire Kofidia par rapport à cette situation. Un an après l'appel de Houéogui, on a comme l'impression que c'est dû sur place, sinon que ça va plutôt de mal en pire, la situation au niveau des mairies. Non, il faut reconnaître que l'appel ne pouvait pas recevoir un écho favorable. L'appel ne pouvait pas recevoir un écho trop favorable. péremptoire, non? Non, dans la mesure où le mutisme du gouvernement est fait à dessein. Et on a une situation qui favorise le gouvernement. Il faut d'abord passer en revue tous les maires anti-talents. Et donc, pour ce faire, et même si la loi, a priori, semble être caduque et obsolète, il ne faut pas écouter ce que disent l'ANC pour pouvoir bousculer ou fausser les jeux. Oui, parce que les maires ne sont pas libres d'adhérer aux idéaux et de leur choix. Et donc, pour leur forcer la main, il faut se taire et pour profiter pour le moment de la faiblesse de la loi. En tout cas, il s'agit là de votre lecture qui n'engage que vous. Mais Marcel Zoumenou, tout se passe effectivement comme si on est en train de reboloter, ou pour être plus précis, de procéder à un nouveau positionnement des maires, à croire qu'on assiste là à une nouvelle élection sans aller aux urnes. Oui, c'est dommage. Et j'ai envie de partager la lecture de M. Kofidia. Oui, je vais aller plus loin en parlant de d'épuration carrément, quoi. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'il y a une logique qui est en marche, un plan qui est fait pour dire, bon, ces merci là, il faut les mettre de côté. Donc, on s'est mis en application et donc, on utilise juste les conseillers pour écrire les lettres de défiance et puis c'est mis en œuvre et puis ça continue. C'est vraiment dommage, mais c'est ce que moi je constate. Parce que si nous devons aller un peu plus en profondeur, on constate que la personne qui est interpellée, la structure qui est interpellée par la NCB il y a un an, c'est le gouvernement. Tout à fait. Mais quand nous regardons bien, nous constatons que c'est le gouvernement qui est responsable de ce qui se passe. Parce que, oui, justement, parce que si le gouvernement était... Dans tous les cas où les maires ont été destitués, les préfets, je n'ai pas encore vu un seul cas où un préfet a tenté de s'opposer à la procédure. Vous savez que dans la procédure de destitution d'un maire, il y a une étape importante qui est que le préfet peut prendre la responsabilité de bloquer la procédure. Vous allez voir que dans tous les cas, les préfets ont toujours suivi la direction des conseillers qui sont là. Et donc c'est ainsi. Et nous savons que les préfets sont très politiques, ils sont nommés en conseil des ministres, proposés par le ministre de la décentralisation et nommés en conseil des ministres. Et donc ils représentent l'État dans
la circonscription administrative sur lesquelles ils ont les prérogatives. Donc moi, je pourrais dire que, comme M. Dia, que c'est le gouvernement qui, faussement, est en train de tirer sur les ficelles en sourdine pour que certains maires qui ne sont pas bien colorés, qui ne sont pas, partagent pas très bien la vision de la rupture, soient mis de côté et puis qu'on choisit d'autres. Vous semblez aller tous dans les mêmes directions, m'obliger alors à vous interroger sur l'apport d'un tel choix pour le gouvernement. Un État qui s'est engagé pour faire simple, le mieux vivre collectif, va opérer un choix du genre à quelle fin? Non, écoutez, le gouvernement a choisi de faire un toilettage au niveau des mairies, simplement parce que les maires qui sont là sont de 2015, donc c'est des maires pro-Yahi, et animés d'un esprit de vengeance et revanchard. Le gouvernement a choisi de les balayer, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il le fait si bien parce qu'il profite en réalité des faiblesses des tests, des imprécisions au niveau des tests. Parce que lorsque on dit que le maire proposé par la majorité absolue des conseillers municipaux, vous voyez que ça voudra dire que le maire est tenu alors de répondre ou de satisfaire aux désirs des ratas des conseillers municipaux. Et nous savons le niveau de vie, le niveau d'études, le niveau d'éducation, le niveau intellect de ces communautés municipaux et qui sont facilement manipulables. L'argent intervient. Et entre le pouvoir central et le pouvoir local, le maire n'est pas aussi riche pour pouvoir les contrôler tout le temps, les nourrir, et histoire de les maintenir dans sa vision. Et donc, le gouvernement a choisi carrément d'installer, disons les choses telles quelles, d'installer les maires rupturiens. Et c'est à ce à quoi il s'est attelé depuis 1 an. Et ceux qui sont riches, tels que le maire de Ouida a réussi le premier coup, mais on a dû injecter encore un peu plus d'argent pour... Attention, ne dites pas des choses dont vous n'avez pas la preuve. Non, écoutez, il y a 2 responsables. Le premier responsable, c'est le législateur. Parce qu'il suffit de regarder avec les yeux de poisson vivant les articles 53, 54 et 55 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 pour se rendre compte que ce test-là est caduc et obsolète. Et ce test mérite d'être jeté à la poubelle. La LCB l'a rappelé. Et a demandé à ce qu'on revoie le plus tôt possible ce test. C'est pourquoi je dis que le premier responsable, c'est le législateur. Mais le deuxième responsable, c'est les acteurs politiques. La volonté politique n'existe pas. La volonté doit l'emporter sur les mots. Ils disent des choses. La refondation y a installé ses maires. La rupture aujourd'hui installe ses maires. C'est la donne. Mais cela constitue un véritable frein au développement. Et c'est dommage. C'est dommage. Un véritable frein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que depuis, ça piétine au niveau de la plupart des communes. Mais si l'option est celle-là, Marcel Zoumenon, est-ce qu'il ne faut pas craindre? Là, on risque d'avoir un État surpuissant. Il a déjà les principaux leviers. La décentralisation permettait à ses élus d'être plus proches des populations et donc de satisfaire leurs besoins en tenant compte de leurs aspirations profondes. Mais si les maires doivent être positionnés en tenant compte plutôt de leur bord politique, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à de la subordination et donc des initiatives qui pourraient être plombées au niveau de ces communes? Oui, c'est évident que c'est ça. Mais je voudrais un peu aller derrière pour dire que, évidemment, il y a le problème des tests, mais il y a aussi le problème des hommes. Le problème des tests, au niveau où, effectivement, il y a beaucoup d'insuffisance au niveau des tests. Quand on dit, par exemple, je prends par exemple le cas de l'article qui parle de le maire vient de la liste majoritaire. Il n'y a pas de précision. Et je voudrais rappeler un cas qui a retenu mon attention quand j'ai suivi un peu la vague de destitution ces derniers mois. C'est le cas de Parakou. J'ai vu que dans le cas de Parakou, c'est les conseillers FCB qui constituaient la majorité et qui avaient élu le maire Sourayou, qui rapidement ont fait une autre déclaration pour dire, voilà, c'est nous qui faisons la majorité, mais c'est nous qui proposons le maire Charles Toko. Et moi, je me suis dit, bon, là, il y a un problème. Au-delà du problème des tests, il y a un problème d'hommes et un problème d'éthique politique. Comment vous, qui étiez hier acquis pour un maire, sans aucune raison, vous faites une déclaration pour dire, voilà, les 10, je ne me rappelle plus exactement le nom, conseillers FCB,
nous ne sommes plus d'accord avec Sourayou, mais nous voulons du maire pas sans raison, ils ont évoqué Sourayou tenait plus compte des aspirations. C'était des raisons minimales, c'était des raisons qui choses là. Et vous voyez, c'est ça qui me fait rire dans la plupart des cas, ou bien dans presque tous les cas des destitutions. Il y a une phrase qui revient tout le temps, le maire gestion opaque et solitaire, le maire ne discute pas avec nous, le maire gère les choses, c'est partout. Et donc, j'ai trouvé que c'est une formule consacrée pour destituer les maires. Et c'est vraiment dommage. Et maintenant, sur le développement des communes, oui, évidemment. Mais aujourd'hui, le discours qui est tenu, c'est qu'on dit que c'est le pouvoir central qui veut développer le pays, qu'il faut que tous les maires soient acquis à la politique et au programme d'action du gouvernement. Vous avez vu le cas de Cotonou où on a dit que le maire était trop réfractaire au programme d'action, à la mise en œuvre du programme d'action de Cotonou et au fameux projet du Grand Lokoué. Et donc, ça fait partie des alibis, des éléments qui ont été sortis contre lui pour le révoquer, lui. Donc, c'est cela. Donc, si le développement vient que du gouvernement, et on comprend que si un maire n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est un maire qui est anti-développement. Simplement, quand il voit le vocabulaire qui est tenu aujourd'hui, c'est ce que je comprends. Le gouvernement a un programme ambitieux pour les communes et il faut que tous les maires soient acquis au programme d'action du gouvernement. Le maire qui ne ferait pas ça est un maire qui est anti-développement et donc qu'il faut le dégager. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Kofi Dia, je parlais de la surpuissance désormais de l'État. Ça va être plus bienfaisant pour le développement communal ou un handicap? Non, l'État veut avoir le monopole au niveau des mairies pour des fins électoralistes. L'argument qui consiste à avoir l'État en tant que pourvoyeur de ressources et donc a besoin de maires qui puissent élaborer son programme, son PAG, c'est faux, c'est un argument fallacieux. Quand on sait déjà qu'avant même ça, on est en présence d'arguments comme quoi gestion opaque et gestion autoritaire et solitaire, non participative, mauvaise gouvernance et tout ça. Et un slogan qu'on a tenté de mettre à la bouche des uns et des autres, le poids de l'argent motivant à dire les propos des uns et des autres. Et ça fait un peu mal dans la mesure où, et comme je vous l'ai dit, le pouvoir est entouré de juristes et ils ont su interpréter, ils ont su ressortir les failles de la loi. Et là où je voudrais attirer votre attention, le maire tire sa légitimité des conseillers municipaux et non du peuple. Donc il va falloir alors inventer un paradigme pour dépolitiser autant que peut se faire l'élection des élus locaux. Sinon, en 2021, si Talon était battu, celui qui viendra aussi reprendra le même exercice. Et cela ne fait que freiner notre développement qui n'est pas déjà bien parti pour satisfaire aux priorités dont le peuple béninois a besoin. Et c'est triste. Et cela atteste également d'une volonté politique. Je dis bien une volonté. Ils n'ont aucune volonté de faire les choses parce qu'on a en face des gens qui n'ont qu'une seule envie, se servir, non servir le peuple. Mais là où le bas blesse, c'est que les idéaux prononcés par le passé nous ont poussés à les mettre, à leur accorder nos suffrages. Et ce que nous tentons de leur dire est ceci. Il va falloir très tôt qu'on fasse un toilettage des tests de la décentralisation pour que celle-ci cesse d'être synonyme de destitution, de suspension, voire de révocation. Auquel cas, c'est un gros piège, je voulais vous dire. Oui. Marcel Zoumenou, la pierre est de plus en plus lancée aux élus du peuple qui observeraient un silence assourdissant autour de ce dossier. Leur interpellation s'avère-t-elle indispensable dans ce qui se joue désormais? Oui, ils sont interpellés puisque c'est eux, si je parle d'eux, je voulais parler de l'institution qui est l'Assemblée nationale, qui a voté les tests qui ont montré autant de faiblesses et qui permettent aujourd'hui les décisions que nous observons. Et donc, normalement, si on était dans un système normal, un groupe de députés peuvent prendre l'initiative de faire une proposition de loi pour corriger
certaines failles des tests de loi. Je crois qu'il y a un ensemble de 4 ou 5, si monsieur le juriste peut me dire, 4 ou 5 lois qui régissent la décentralisation, de les corriger les suffisamment. Je crois que le problème fondamental, c'est d'apporter plus de précision sur le bout de phrase qui dit que le maire est issu de la liste majoritaire. Je crois qu'il y a de précision à apporter là, parce qu'on ne sait pas, avec des hommes politiques qui sont autant versatiles, qui vont à droite demain, et après-demain, ils sont à gauche. On n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut avoir la liste majoritaire. Donc, aujourd'hui, on peut avoir des conseillers qui constituent la liste majoritaire et que demain, les mêmes conseillers constituent la liste majoritaire en optant pour un autre maire. Et donc, il faut corser les tests et rendre la structure et la procédure plus complexe. Moi, je pense à une idée qui me vient en tête. Aujourd'hui, il suffit qu'avec une lettre, et puis le préfet donne son aval et puis c'est fini. Pourquoi on ne peut pas penser à une procédure où peut-être, quand les accusations viennent, il faut peut-être un audit ou bien peut-être une structure juridique ou bien une juridiction pour vérifier si les accusations sont fondées avant de leur donner l'aval, avant que le préfet ne donne l'aval d'accepter la procédure. On peut penser à des choses comme ça pour que ça ne soit pas aussi facile. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les maires ne travaillent plus pour les communautés, ils travaillent pour les conseils. Et je peux vous donner l'exemple Ils travaillent pour les conseillers. Je peux vous donner l'exemple de plusieurs communes que je connais où les maires ont été obligés de doubler les primes pour les conseils juste pour qu'ils soient bien vus par les conseillers. Parce que là, beaucoup de maires ont compris qu'aujourd'hui, que leur suivi dépend uniquement de 10, 15, 20, 25 conseillers qui sont au conseil et non des populations. Et donc, quand ils vont au conseil, ils ne font que écouter ce que les conseillers disent et ils oublient la population. Alors que on a fait, je voudrais rappeler ici qu'il y avait 2 grands principes qui fondaient la décentralisation. On a dit la démocratie à la base et le développement local. Et donc, on est en train d'oublier le développement local. Et j'ai l'impression que les maires sont dans un cocon où ils ne voient que les conseillers parce qu'ils se disent que c'est eux qui peuvent me permettre de garder mon poste. Et donc, ils sont obligés d'accepter tous les chantages venant de ces conseillers. Je n'ai pas envie de donner de nom ici, mais je connais des communes où les maires ont été obligés de doubler, de tripler des primes pour les conseillers. Et donc, ça pose un problème parce que ça a réduit le budget d'investissement de ces communes au détriment des budgets de fonctionnement. Sans l'intervention du préfet? Oui, mais les préfets sont obligés de donner des avals. Et si vous savez, pour contenter un préfet, c'est pas compliqué. Et donc, voilà ce qui s'est passé. C'est vraiment dommage. L'interpellation des élus du peuple, une préoccupation qui reste plus que d'actualité, une urgence? C'est plus que d'actualité, puisque le niveau de développement est à comparer à la qualité des élus du peuple. Puisque vous voyez, ceux qui ont voté cette loi de 2005, je me demande s'ils ont effectivement pesé le pour et le contre. C'est une loi qui n'est pas adaptée à nos réalités, puisque chez nous, l'éthique a déserté complètement le forum politique. Et de cela dit, il va falloir alors que les élus prennent vite la question, l'appel au sérieux pour qu'on puisse corriger les 5 tests qu'il a évoqués et qui régissent la décentralisation dans un sens un peu plus porteur de développement et d'action politiquement correcte. Parce que, et c'est là où je dis qu'il va falloir aussi qu'on revoie un peu les tests au niveau de la députation. Parce que la fonction assignée aux députés, que nous appelons l'honorable, à défaut de voter la loi. Comment peut-on voter une loi que l'on ne comprend pas, dont on ne maîtrise pas les rouages et le contenu? Donc, il y a des limites au niveau des élus du peuple eux-mêmes. Oui, eux-mêmes. Consentir l'impôt, la législation financière, tout le monde ne la maîtrise ou pas. Mais l'élu du peuple aussi est encadré. Non, c'est mal encadré. Lui-même est mal encadré, c'est là que je pose le problème. Maintenant, l'élu du peuple est censé contrôler l'action du gouvernement. Mais lorsque le gouvernement cherche à avoir les élus avec lui, les élus se disent, je suis avec l'exécutif. L'élu qui se dit être avec l'exécutif peut-il contrôler le gouvernement? Donc même là aussi, il y a des imperfections. Donc ces élus ne jouent pas
à bon escient leur rôle. Vous voulez vous conclure que de ces élus du peuple, il ne faut rien attendre par rapport à ce qui se joue? Non, il ne faut pas attendre grand-chose, puisque les tests qui les a élus aussi méritent d'être toilettés. Et ce n'est pas fini. L'autre chose, il faut qu'on pense au niveau d'intellect de nos élus ou de nos acteurs politiques. Parce que je dis ceci, nemo sensetu ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Cela suppose qu'il faut connaître la loi. Et ça dit que si tous les maires maîtrisaient la loi relative à la décentralisation et faisaient preuve de participation, de gestion participative et de bonne gouvernance, quand bien même ils seraient pro-Yahi, on les maintiendrait, c'est faux. C'est pourquoi nous disons que c'est la mauvaise foi du politique, de l'acteur politique, du gouvernant, du système en place qui motive ce genre de destitution. Mauvaise foi du gouvernement, de l'acteur politique, alors Marcel Zoumeno, des élus du peuple, il vaut mieux rien attendre par rapport au déluge? Non, mais s'ils devaient réagir, ils devaient le faire. Ils ont eu du temps, ça fait plus d'1 an qu'on est en train de parler de ce problème minoré. Et donc, oui, évidemment, il y a le problème de la qualité des élus du peuple qu'on a. Et ça, il faut faire ce débat. Regardez notre Assemblée nationale aujourd'hui. À 80%, c'est des commerçants. Il faut avoir le courage de dire. Et avant, il y avait un débat dans ce pays, je ne sais pas si c'est la 3e ou 4e législature, on a dit il faut permettre aux députés d'avoir un cabinet où il devait avoir un juriste qui doit les conseiller, qui doit être leur assistant direct. Parce que, vous voyez, un monsieur qui est transporteur, qui se retrouve député, qu'est-ce qu'il connaît des tests de loi? Il faut un juriste pour le cocher, pour l'aider à faire les choses. Mais, je ne sais pas, eux-mêmes n'en ont pas voulu, et puis ce projet est resté comme ça. Et donc, il y a un travail à faire pour avoir des élus de qualité, parce que si ces lois, au moment où ces lois étaient votées, s'il y avait des gens beaucoup plus pointus sur ces questions qui avaient attiré l'attention sur la manière dont les tests étaient rédigés, on aurait pu éviter cela. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu le faire. Et on est dans la pratique et on constate que les tests montrent des insuffisances. Et depuis près d'1 an, aucun député, aucun groupe de députés ne réagit pour dire moi, je vais faire une proposition de loi pour corriger. Simplement parce qu'ils sont inféodés, et simplement parce qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel, simplement parce que ce n'est pas une priorité pour eux, c'est tout. C'est tout. Et bon, tout le monde se tait et le drame se joue sur le dos des populations qui, eux, sont oubliés dans tout ce qui se fait. Les maires deviennent de plus en plus éloignés, deviennent de plus en plus loin, deviennent de plus en plus étrangers aux problèmes des populations à la base et n'écoutent que les conseillers de qui tirent leur légitimité. Et donc, voilà. Jusqu'où peut aller l'infusion? Non, mais je ne sais pas, il faut quand même que soit l'Assemblée ou le gouvernement décide un jour de corriger, mais je ne suis pas sûr que le gouvernement va corriger parce que le gouvernement, lui, en profite pour régler un problème. La décentralisation définitivement du plomb dans l'aile. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, jusqu'où peut aller la CEI? Jusqu'où peut aller La CEI. Non, la CEI, elle est totale et elle n'est pas prête pour demain parce que, comme je l'ai dit plus tôt et comme le dit mon ami Marcel, c'est une situation qui profite au gouvernement et le gouvernement n'a pas intérêt à corriger le tir si tôt. Et l'intérêt, la mesure de l'action. Quel intérêt le gouvernement a aujourd'hui? La question du développement des élus, le développement de la localité. Et le gouvernement l'a dit plus d'une fois. Je vous ai dit que c'est des gens qui sont là pour se servir et non pour servir le peuple. Sinon, comment comprendre que le maire, on dit, il est auteur d'une gestion opaque. On est d'accord? On va auditer le maire et les éléments qui attestent d'un acte effectué, d'un acte constaté et qui constitue une infraction. On traduit le dossier directement au procureur de la République. On passe sous les préfets. Parce que eux, c'est des menus frétins. Le préfet, on l'a nommé. Qu'est-ce qu'il connaît à quoi? On envoie directement le dossier au tribunal. Et le juge étudie. Et on retient la culpabilité ou non du maire avant que l'on ne prononce la destitution. Ouais, mais on a tout mis au niveau du politique qui s'érige en juge et qui, ne connaissant pas le droit ou voulant fermer les yeux par rapport aux exigences du droit, mais une politique politicienne en jeu pour chasser les gens et pour enlever des gens de bonne volonté et tout, d'où le problème de la légitimité du maire. Le maire est tenu de nourrir les conseillers municipaux qui sont pour lui. Or, le maire n'est pas aussi riche que le
président de la République. Disons les choses terre à terre, que le président de la République qui a un intermédiaire qui se charge de gérer les conseillers municipaux à sa guise et de leur dire la conduite à tenir dès qu'il ne veut pas de la tête de ce maire. Et une fois l'argent empoché par ces conseillers municipaux qui appellent et qui parlent de gestion, de conneries comme ça, à la télé, à la radio, parce qu'ils sont... Comment comprendre que des conseillers municipaux deviennent spontanément du jour au lendemain plus riches que le maire lui-même? C'est ce à quoi on assiste actuellement. Vous avez mené des enquêtes, vous avez des chiffres. Comment comprendre que l'engouement pour le conseiller municipal aujourd'hui là est tel que, c'est même plus profitable même qu'être député. Comment comprendre ça? On est là actuellement. On est là actuellement et c'est triste, c'est le poids de l'argent. Donc il faut carrément ranger ce test-là au placard de l'oubli et le toiletter pour qu'on... Or, qui va le faire? C'est le gouvernement qui dispose du pouvoir régalien. C'est le gouvernement qui a la législation. Le législateur dépend du gouvernement. Donc, comme il a la récente destitution, chers invités, intervenue, celle d'Alassane Soumarou, mois d'octobre n'aura connu son remplaçant qu'en novembre. Une première tentative pour céder le fauteuil à qui de droit et qui aura échoué. Ensuite, d'autres péripéties. En tout cas, de l'eau a dû couler sous le pont. Finalement, l'heureux du jour a été connu et il rend un hommage mérité à ses conseillers, mais en l'occurrence au ministre Abeti, à ce qu'il paraît. Vous avez suivi aussi cette élection qui n'a pas été très facile. Ça a été difficile à couper la poire en deux. Quel était le regard de la rédaction? Tout à fait. Non, le regard de la rédaction, c'est que, vous savez, à Djougou, je voudrais rappeler que c'est la deuxième fois au cours de cette mandature qu'un maire, ils ont changé de maire. Il y avait Diarra et puis on l'a déposé. Après, celui qui a été déposé a été élu. Et donc, Djougou est une commune atypique. Vous savez qu'à Djougou, il y a une bataille qui se joue. Il y a la bataille où on a le ministre de Développement, Aboulaye Biachalen, qui tente vaille que vaille d'imposer son hégémonie sur cette commune. Il y a d'autres forces centrifuges, d'autres forces qui tentent aussi de faire les choses. Et vous savez que Djougou, par le passé, était un fief de l'ancien système. Et donc, il y a tous ces enjeux qui influencent aujourd'hui cette commune, qui, malheureusement, est obligée de subir ces coups et ces manèges politiques. Vous savez que si c'est pour le développement, les gens qui le font ne sont pas dans l'option du développement. Les gens sont dans l'option de contrôler une commune qui devient du coup stratégique pour les options politiques de 2019 et 2021. C'est tout le problème de Djougou. C'est la politique qui se joue à Djougou contre les intérêts des populations. Et donc c'est comme ça nous lisons, parce qu'aujourd'hui, on dit que l'actuel maire, enfin proche du ministre d'État, Aboulaye Biachane, pendant combien de temps? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres forces qui vont revenir encore pour changer les donnes, comme ça se passe dans une autre commune, dans la vallée de Lomé? On y revient tout à l'heure, oui. Vous l'avez suivi également, cette élection, avec déférence faite au ministre d'État. Le nouvel élu remercie les uns les autres pour les différentes contributions afin que les choses soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Est-ce qu'il faut y voir seulement que des données politiques ou enfin un déclic pour aider Djougou à être comme la vitrine de la partie septentrionale du pays? Non, c'est typiquement politique. Il n'y a rien de sincère, c'est typiquement politique. Rien de sincère. Rien de sincère. Vous avez vu toutes les reptilisations nocturnes, les intrigues de couloir. Mais comment puis-je voir ça? Le temps qu'on a mis pour pouvoir installer le nouveau atteste de la densité des reptilisations nocturnes. Les gens n'ont pas dormi, le ministre n'a pas dormi. Mais ce qu'on a plutôt entendu, c'est parce qu'il y avait tellement de valeurs à promouvoir qu'il y a eu un peu de difficulté à démêler les chevaux, de la compétence sur le terrain. Il y avait beaucoup d'intérêts politiquement convergents, contradictoires, et qui nécessitaient une lutte acharnée et âpre, et une ambition par rapport à 2019. Et le ministre d'État n'a pas intérêt à ce que le maire de Djougou ne soit pas de son clan, parce que sinon il se verrait purement et simplement destituer lui en haut, parce qu'il est nommé. Et le chef dispose du pouvoir. Mais n'exagérez pas. Quel lien? Abeti n'avait pas de maire à Djougou. Et c'est de notoriété publique. Oui, puisqu'on approche les élections. Le lien est ceci. Oui. On approche des élections. Monsieur, mon ministre, il est temps que le maire de Djougou soit de ton côté.
je t'ai fait assez de concessions et si tu n'exécutes pas, sinon tombons dans 2018 à 1 an, c'est pas trop bon. Vous voyez le chef préoccupé par ses préoccupations? Vous pouvez éviter la titologie. Joël, en matière politique, tous les coups sont permis. Surtout en matière politique au Bénin, tous les coups sont permis. Donc c'est à dessein que lui, il vient aujourd'hui et il a commis une erreur monumentale. Il a remercié même le ministre parce qu'il a vu que le ministre a joué une partition non négligeable. C'était une erreur. C'était une erreur. Sinon, le maire, quel lien? Je suis élu local. Je dois commencer par remercier les conseillers municipaux, malheureusement, heureusement, et je dois remercier le peuple et leur proposer un agenda qui puisse tenir compte de leurs priorités. Mais lorsque je remercie le ministre, ça veut dire que je dois allégeance au chef ou à l'intermédiaire du tout-puissant chef qui m'a permis d'occuper aujourd'hui ce fauteuil de maire. Donc, donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse développer la commune de Djougou. Deux destitutions déjà au niveau de la commune de Djougou, mais il y a autre localité qui bat le record des destitutions. Il s'agit de la commune de Bonou, dans la vallée de l'Ouébé. On l'appelle l'enfant malade de la décentralisation à l'ère du nouveau départ. Ce phénomène, comment cela peut-il s'expliquer? La vallée de l'Ouébé, stratégiquement, ça compte pourquoi? Il s'agit du développement d'une localité qui, pour le moins, économiquement, reste aussi très important, déterminant. Oui, tout à fait, mais j'arrive pas jusqu'à ce jour à m'expliquer le cas de Bonou. Je voudrais ici dire que si c'est pour des intérêts politiques, je suis sceptique parce que Bonou est la plus petite commune des 3 communes de la vallée en matière d'effectifs, de population. Et donc, que si les hommes politiques devaient s'intéresser à une commune, c'est là où il y a beaucoup plus de monde qui devait les intéresser. Ils devaient s'intéresser peut-être à la commune de Dangbo ou bien d'Adjoum. Mais je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais je constate que, au cours de cette mandature, nous sommes, je crois, 4e ou 5e mai déjà. Et à un certain moment, j'ai commencé par me dire, est-ce que ce ne sont pas les conseillers eux-mêmes qui ont fait l'option de s'entendre pour qu'au moins chacun parmi eux puisse être maire avant la fin de la mandature? Que c'est une blague. Quand on voit les verbes avec lesquels ça se passe, les batailles rangées, médiatiques et le reste, j'en fais grâce à nos téléspectateurs. Bon, je sais pas, mais il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Ce n'est pas Bonou n'est pas la même chose que Djougou. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux d'hommes politiques. Je sais qu'il y a le parti de l'honorable Aboudjété qui a quelques conseillers. Il y a l'FCB qui ont quelques conseillers. Et puis ça s'arrête là. Je ne vois pas pourquoi ça peut intéresser. Et je me pose assez de questions. Qu'est-ce qui se passe vraiment à Bonou? Et les confidents, qu'est-ce qui se passe? C'est la question qui sont nombreux à se poser. Un problème de tête encore? La situation de Bonou, elle est particulière et elle me fait penser à l'intérêt commun. L'intérêt commun? L'intérêt commun. Qui motive qu'on destitue aujourd'hui et demain? Non, l'intérêt commun devrait les amener à choisir quelqu'un qui puisse recevoir l'approbation de tous. Mais c'est des individus qui ne maîtrisent pas les b.a.-ba. C'est des villageois qui ne maîtrisent pas les b.a. Excusez les termes. C'est des villageois. Il y a eu des cadres parmi eux. Non, des cadres demi-teintes. Sinon, lorsqu'on choisit de représenter le peuple, on devrait quand même s'accorder sur un minimum de distance et de manière de conduire les choses. Mais je ne suis pas d'accord pour une fois avec Marcel dans la mesure où il estime que Bonou est petit et compte tenu de sa petitesse, normalement le jeu qui se fait dans les mairies les plus volumineux ne doit pas se faire là-bas. C'est faux. C'est oublier qu'entre le président Talon et Adjavon, il n'y a qu'une différence d'1%, même le plus petit, et tirant leçon de cela, le connaissant, le président Talon, même la commune la plus petite, il fera en sorte que le maire soit de son côté. Parce qu'on ne sait à quoi s'attendre lorsqu'on a dit qu'on fera 5 ans et qu'on a commencé par corriger les 5 ans en 2 mandats et que tous les fâchés pourraient se constituer en une opposition à renforcer par une seule candidature. La lutte risque d'être très âpre. Et pour ne pas faillir, même la commune la plus petite, il faut tout faire pour que le maire puisse partager les idéaux de la rupture. Et donc,
Et c'est la même chose. C'est très intéressant même d'avoir le plus petit le plus facilement possible que d'avoir les gros. Des 3 villes à statut particulier, il y a une qui a connu comme des secousses, mais le maire y tient toujours bon. Certes, il est d'un parti qui a fait allégeance, mais le maire Dossou peut-il se dire assis sur un fauteuil confortable et définitivement? Dossou, c'est... Je vais à Porto-Novo. Oui. Zossou. Non, mais je crois que à Porto-Novo, oui, vous savez que quand on est sorti de des dernières élections communales, le PRD avait eu tous les conseillers sauf un seul. Et donc le seul qui est de l'UN. Et donc, c'est le seul conseil municipal qui est aussi politiquement homogène qu'on a. Et donc, pour destituer un maire, dans ce cas, c'est un peu difficile. Et vous savez que, en dehors de cet aspect, il y a que le maire une bénédiction qui est un parrain politique qui est aujourd'hui la deuxième personnalité de l'État qui continue de le soutenir. Et donc, quand je mets ces deux aspects ensemble, je dis que c'est très difficile pour destituer un tel maire. Mais, parce qu'aujourd'hui, le conseil municipal sorti des dernières élections n'est plus le même qu'on a aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler qu'il y a certains conseillers qui sont plus avec le PRD, qui étaient élus sur la liste du PRD, qui ne sont plus aujourd'hui avec le PRD et qui sont soit avec Sébastien Agnavon ou avec d'autres personnes, d'autres leaders politiques. Et au point où il y a eu des votes au conseil municipal de Porto-Novo où on a vu que il y avait que 2 voix de différence entre ceux qui font la majorité PRD et les autres qui étaient PRD et qui ne partagent plus la vision ou la manière dont le maire gère la commune. Mais je crois qu'au-delà de tout, malgré les problèmes, malgré les quelques cas de mauvaise gestion qu'on a pu relever dans cette ville, dans cette commune, le maire pourra quand même résister aux vagues de destitution jusqu'à la fin de son mandat. C'est ce que je pense. Hein, mais il y a de malversations à Porto-Novo, il y en a eu. Le maire a de peu échappé à la prison pour ainsi dire. Il est là, toujours sur son fauteuil, jusqu'à la fin du mandat. Non, mais je vous avais dit qu'il sera là et il continuera d'être là tant qu'il fera allégeance au président de son parti politique et pas ricochet au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le PRD fait partie intégrante du pouvoir en place et le maintien du maire de Porto-Novo fait partie intégrante du PAG du gouvernement. Et donc, je ne vois pas. Le vent de destitution, dit-on, continue de souffler. Quelle mairie voyez-vous dans l'œil du cyclone, dans les tout prochains jours? C'est triste à dire, mais... Je ne suis pas rupturien pour dire à qui le tout. Quel indice voyez-vous, Marcel Zoumenou? Bon, il va rien pour moi. Non, peut-être qu'il y a d'autres. J'ai entendu parler de téléchargement dans certaines communes du Nord. Téléchargement. Oui, c'est le terme de plus en plus utilisé. Et donc, on attend de voir. Bon, peut-être que, vous savez, c'est forcément quelqu'un qui a une tablette et qui regarde. Et lui, il est qui, comment il est, s'il est avec nous. C'est forcément quelqu'un imaginaire, un personnage imaginaire. Il est avec nous. Est-ce qu'il est sincère avec nous? Bon, s'il n'est pas, bon, lancer la chose contre lui. Donc, c'est comme ça la chose se passe. Et donc, on ne sait pas sur qui la foudre va tomber dans les jours à venir. On espère que ça ne vienne plus pour qu'on puisse dire quand même que au moins on a pu arrêter, pas le cas de Djougou, arrêter la vague de destitution des maires. Destitution en masse des maires, une crise structurelle et ou politique. Marcel Zoumenou, si vous êtes tenté de trancher, vous diriez quoi? Les deux. Je dirais les deux, une crise politique, parce qu'on a vu que une crise politique, une crise de morale politique. Parce que quand vous voyez des conseillers qui, aujourd'hui, disent nous faisons la majorité pour soutenir telle personne, et demain, les mêmes conseillers disent nous soutenons ça, c'est un problème, une crise de morale politique. Et en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a une crise politique parce que on ne peut pas accepter que
des maires soient destitués de cette manière, on ne peut pas accepter qu'un pouvoir puisse se taire. Et j'ai l'impression de doiter le responsable, pour moi, c'est le gouvernement. Et une crise juridique et une crise structurelle, parce qu'il faut corriger les tests de la décentralisation. Nous avons vu que si tout cela se passe, c'est parce que les gens surfent sur les différences des tests. C'est à la fois une crise de droit et de morale politique. Droit, pour la simple raison que c'est le seul instrument qui permet d'établir l'ordre et d'instaurer une certaine justice, une certaine égalité, et de morale simplement parce que partout, durant tout le parcours, on nous a enseigné le savoir-vivre, la manière de faire les choses, mais on constate qu'il faut arriver au sommet, et conseillers communaux, et préfets, et députés, et tous les acteurs politiques balaient dans le verre de main et le bien fondé de la morale. La décentralisation au Bénin, de beaux jours devant elle? Non, de sombres jours devant elle. Je vous ai dit, et qui dit décentralisation dit destitution, tant que la rupture est en place. Décentralisation de beaux jours devant elle. Oui, mais il faut corriger les tests. C'est le plus urgent aujourd'hui, c'est de corriger les tests. Sinon, ça va continuer toujours comme ça. Qui va le faire? Le gouvernement a un bloc de 60 députés. Et avec ce bloc, c'est une machine. Si le gouvernement voulait, le gouvernement allait le faire depuis. Mais le gouvernement ne veut pas. Et on le constate. Si les députés aussi veulent, ils peuvent prendre l'initiative d'eux-mêmes pour le corriger, mais ils ne veulent pas. Et donc, on reste là et on observe. La décentralisation au Bénin, oui, de beaux jours devant elle, mais à une seule condition, un peu plus de volonté politique, et cela pourra se faire. La rupture a aujourd'hui les coups de franche, à en croire nos invités, avec une majorité confortable pour y arriver. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, nous allons prendre congé de vous sur cette note. Et ce sera sur cette citation de l'essayiste, romancier et dramaturge français Albert Camus, de l'apparente injustice, la vérité jaillira un jour. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Ayez confiance en vos potentialités. À demain pour un autre numéro de votre émission, toujours avec la même disponibilité.